Ces derniers temps, il est devenu courant de qualifier certains minéraux ou métaux de matériaux du futur, n'est-ce pas? Bien sûr, d'une certaine manière, tout ce qui existe aujourd'hui dans notre monde, y compris les êtres humains, devient peu à peu une partie de l'avenir en changeant ses propriétés, son état ou son rôle. Bonjour à tous! Mais que penseriez-vous s'il existait un métal qui, sans correspondre par nature à aucune de ces catégories, pourrait pourtant devenir du verre, un aimant extrêmement puissant, un laser et même un réseau neuronal? Cela commence à éveiller votre curiosité? Bienvenue sur Perdue Chaîne. Alors, commençons. Le néodyme parmi les lanthanides. Il est même probable que beaucoup d'entre vous n'aient jamais entendu le nom de cet élément auparavant. Mais il n'y a absolument aucune raison de vous reprocher votre ignorance. En réalité, les personnes qui ne connaissent pas le néodyme sont largement majoritaires dans le monde. Même les chimistes n'ont réussi à isoler le néodyme d'un autre lanthanide très similaire qu'en 1885. Pour ceux qui ont quitté l'école depuis longtemps et ont oublié jusqu'au tableau périodique, les lanthanides sont un groupe d'éléments métalliques dont les numéros atomiques vont de 57 à 71 et qui sont regroupés tout en bas du tableau périodique. Leurs propriétés diffèrent considérablement de celles des métaux familiers que nous côtoyons au quotidien, comme le fer, l'aluminium ou le cuivre. Il existe au total 15 de ces métaux un peu particuliers. Si l'on ajoute le scandium et l'yttrium à ces 15 lanthanides, on obtient le groupe appelé élément des terres rares, ou plus simplement terres rares. Il s'agit aujourd'hui d'une ressource au cœur de vives tensions et de nombreux conflits sur la scène politique mondiale. Mais nous nous sommes un peu éloignés du sujet. Revenons-y. Le nom lanthanide provient d'un mot du grec ancien signifiant « se cacher ». Difficile d'imaginer un nom qui décrive plus clairement à quel point les lanthanides, et le néodyme en particulier, sont difficiles à découvrir. Toutefois, cela ne signifie pas que les lanthanides, qui constituent la majeure partie des terres rares, soient extrêmement rares dans la nature. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les terres rares ne sont pas si rares dans la croûte terrestre. Par exemple, le lutécium est même plus abondant que l'argent si l'on compare simplement leur quantité présente dans la croûte terrestre. Le véritable problème est que les terres rares sont dispersées de façon extrêmement diffuse sur de vastes zones et ne forment presque jamais de gisements à forte concentration. De plus, comme elles régissent facilement avec d'autres éléments, on les trouve très rarement à l'état pur. À cela s'ajoute le fait que les lanthanides se ressemblent énormément, presque comme des jumeaux. C'est pourquoi, entre 1794, lorsque Johann Gadolin isola l'oxyde d'yttrium, et 1907, plus d'une centaine de nouveaux éléments aux caractéristiques similaires furent annoncés comme ayant été découverts. Puis, en 1913, Moseley parvint enfin à mettre de l'ordre dans tous ces éléments. Il démontra qu'à l'endroit où Dimitri Mendeleïev considérait qu'il n'existait qu'un seul élément, le lanthane, pouvait en réalité prendre place 15 éléments distincts. Moseley les classa élégamment en une seule série, selon des numéros atomiques augmentant d'une unité à chaque fois. C'est ainsi qu'au final, les lanthanides se virent attribuer un espace dédié dans la rangée inférieure du tableau périodique, séparé du corps principal de celui-ci. Un original parmi les siens, un des leurs parmi les originaux. Parmi les lanthanides et les éléments de terres rares, le néodyme est l'un de ceux qui ont donné le plus de fil à retordre aux chimistes. En 1885, le néodyme fut isolé par le chimiste Karl Auer von Welsbach, à partir d'un mélange de deux substances aux propriétés chimiques extrêmement similaires. Ce mélange avait été baptisé didyme par le chimiste suédois Carl Gustaf Mosander, qui l'avait isolé en 1839. Plus tard, Karl Auer von Welsbach démontra que le didyme était en réalité constitué de deux éléments distincts, qu'il nomma respectivement néodyme et praséodyme. Le nom néodyme est donc formé à partir de deux mots du grec ancien signifiant « nouveau » et « jumeau ». Comme vous le savez, les jumeaux sont des êtres que l'on a du mal à considérer séparément. L'histoire du néodyme reflète parfaitement cette idée. En effet, obtenir du néodyme pur, totalement débarrassé du praséodyme, son jumeau chimique, était extrêmement difficile, et cet objectif ne fut atteint qu'en 1925. Le néodyme est relativement abondant parmi les éléments des terres rares et se trouve naturellement dans des minéraux tels que
la bastnasite, la monazite ou la loparite. Sur le plan industriel, le plus important de ces minéraux est la monazite, et la Chine en possède des quantités pratiquement inépuisables, comme si c'était de simples déchets, ou plutôt aussi abondants que le sable du désert. Le plus grand gisement de terres rares au monde se trouve justement dans ces sables de monazite et ces couches argileuses du sud de la Chine. Lors du processus de séparation chimique, le néodyme est concentré avec les lanthanides légers et récupéré sous la forme d'un mélange avec son jumeau, le praséodyme. Le néodyme métallique est ensuite obtenu par électrolyse de sel fondu, en l'occurrence du fluorure de néodyme ou du chlorure de néodyme. À l'état pur, le néodyme est un métal gris pâle doté de l'éclat caractéristique des métaux. En réalité, les seules personnes qui ont vraiment l'occasion de contempler longuement du néodyme parfaitement pur sont des chimistes qui ont réussi à l'isoler. Le néodyme s'oxyde très facilement, et même un cube brillant d'environ 1 cm de côté se transforme en à peine un mois en une masse grisâtre recouverte de produits d'oxydation. Bien entendu, lorsqu'on le chauffe, cette réaction s'accélère brutalement et devient plusieurs fois plus rapide. Plongé dans un acide, il y réagit presque instantanément avec une grande violence, ne laissant dans le ballon qu'une belle solution translucide au reflet rosé. Le néodyme au service du verre. La première grande application du néodyme n'avait absolument aucun lien avec les aimants, mais concernait le domaine du verre. Dès la première moitié du XXe siècle, on avait déjà découvert que l'ajout d'oxyde de néodyme conférait au verre des propriétés optiques particulières. Le verre contenant du néodyme prenait une teinte violet rosé très appréciée pour les arts de la table, tout en possédant la capacité d'absorber certaines longueurs d'onde grâce au ion néodyme présent dans sa structure. Cela modifie alors jusqu'à la manière dont les autres couleurs sont perçues. Certaines couleurs paraissent atténuées, tandis que d'autres deviennent au contraire plus vives et plus nettes. Le verre au néodyme absorbe efficacement la lumière jaune, ainsi qu'une partie du rayonnement ultraviolet, ce qui l'a rendu extrêmement précieux dans des domaines allant de la photographie à l'astronomie. Les lunettes fabriquées à partir de verre au néodyme furent utilisées aussi bien comme lunettes de soleil pour un usage quotidien que dans de nombreuses professions, des verriers aux soudeurs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, du verre au néodyme fut même utilisé pour les lunettes de protection des pilotes de la Luftwaffe allemande. Grâce à lui, le contraste était renforcé et l'éblouissement causé par les teintes jaunes était réduit, ce qui facilitait la détection des appareils ennemis. Il existe même une légende selon laquelle le secret du nombre incroyablement élevé de victoires aériennes remportées par les pilotes allemands par rapport aux as des forces alliées résidait précisément dans ces lunettes spéciales en verre au néodyme qui leur permettaient d'apercevoir l'ennemi avant leur adversaire. Bien entendu, il ne fait guère de doute que ces lunettes avaient une certaine efficacité, mais il serait exagéré d'en surestimer l'importance. Le rôle du néodyme dans le domaine de l'optique ne s'est toutefois pas arrêté là. Peu après l'invention du laser, on découvrit qu'en ajoutant du néodyme à des matériaux optiques tels que le grenat d'yttrium-aluminium, il était possible de produire des lasers émettant dans l'infrarouge. Plus surprenant encore, on comprit également que l'ajout de néodyme permettait d'utiliser le verre lui-même comme milieu actif laser. L'utilisation de verre dopé au néodyme comme milieu actif permit d'augmenter considérablement la taille des lasers, parfois jusqu'à des dimensions gigantesques, ce qui entraîna une hausse spectaculaire de leur puissance. Les lasers au verre dopé au néodyme fonctionnant dans le domaine infrarouge, les dispositifs fondés sur cette technologie ont fini par être utilisés dans un éventail extrêmement large d'applications, allant de la recherche scientifique aux technologies militaires. Le néodyme au service des aimants. Le néodyme est devenu célèbre dans le monde entier dans les années 1980 après la mise au point d'un matériau à base de néodyme, de fer et de bore. C'est ce matériau qui constitue la base des aimants au néodyme modernes. À l'origine, les ingénieurs cherchaient un substitut aux aimants au samarium cobalt, qui dépendait du cobalt, un métal coûteux et relativement rare. Le néodyme étant plus accessible, les aimants fabriqués à partir de cet élément étaient non seulement moins chers, mais aussi nettement plus performants. La principale caractéristique des aimants au néodyme est leur capacité à produire un champ magnétique extrêmement puissant malgré leur petite taille. Grâce à cela, il est devenu possible de miniaturiser davantage des appareils électroniques et des machines électriques. Aujourd'hui, les aimants du néodyme sont utilisés partout,
dans les disques durs d'ordinateur, les écouteurs, les microphones, les haut-parleurs, les moteurs électriques, les générateurs, les équipements médicaux et les systèmes d'automatisation industrielle. Ils sont également devenus indispensables dans la robotique, les drones et les véhicules électriques. Et certaines grandes éoliennes embarquent même plusieurs centaines de kilogrammes d'aimants à base de terres rares. Fait intéressant, le néodyme pur n'est pas lui-même un aimant particulièrement puissant. Ce n'est qu'après la fabrication d'un alliage de néodyme, de fer et de bore, puis son traitement dans un champ magnétique, que ses propriétés exceptionnelles apparaissent. Le terme alliage mérite toutefois ici quelques précisions. Ce matériau est obtenu en comprimant des poudres, puis en les fritant à une température comprise entre 1000 et 1100 degrés Celsius. Du point de vue de l'ingénierie, on peut donc parler d'un alliage, mais du point de vue cristallographique, le terme exact est plutôt composé intermétallique. Et cette structure cristalline constitue justement un élément essentiel. Lors de la fabrication des aimants, une étape importante consiste à placer la poudre dans un champ magnétique très puissant avant de procéder au fritage. Les cristaux s'alignent alors dans une même direction, ce qui donne naissance à un matériau possédant une aimantation rémanente extrêmement élevée. Fait remarquable, l'intensité de cette force magnétique dépassa même les attentes des premiers expérimentateurs. Les aimants au néodyme étaient attirés par les métaux avec une telle violence qu'ils s'échappaient des mains des chercheurs et risquaient presque de leur briser les doigts. Les aimants obtenus de cette manière possèdent une magnétisation très stable et peuvent conserver leur performance pendant de longues périodes. Bien entendu, ils présentent aussi certains inconvénients. Les aimants au néodyme sont relativement fragiles, sensibles à la corrosion et peu résistants aux températures élevées. Pour beaucoup d'entre eux, la force magnétique commence à diminuer dès que la température dépasse 80 degrés Celsius. C'est pourquoi, dans les équipements destinés à fonctionner dans des environnements extrêmes, comme ceux de l'industrie aérospatiale, les ingénieurs continuent souvent de privilégier les bons vieux aimants au samarium cobalt, réputés pour leur fiabilité. L'avenir du néodyme. Ces dernières années, le néodyme a également commencé à attirer l'attention dans le domaine de la physique fondamentale. Les chercheurs ont découvert que le néodyme pouvait former un état magnétique particulier appelé ver de spin, caractérisé par une structure interne extrêmement complexe. Dans un aimant ordinaire, les moments magnétiques des atomes sont alignés de manière régulière dans une même direction. Mais dans un ver de spin, la situation est totalement différente. Les interactions entre les atomes commencent à entrer en concurrence les unes avec les autres, empêchant l'ensemble du système d'atteindre un état stable unique. Il en résulte un singulier chaos magnétique, où de nombreuses configurations locales coexistent et où se manifestent même d'étonnants effets de mémoire. C'est précisément cette complexité qui a suscité l'intérêt des chercheurs en système de calcul. Les modèles mathématiques des vers de spin présentent en effet, dans certains cas, des similitudes avec le fonctionnement des réseaux neuraux et des systèmes de mémoire associative. De telles structures sont capables de conserver de nombreux états et de passer de l'un à l'autre d'une manière différente de celle des circuits électroniques traditionnels. Bien entendu, à l'heure actuelle, il s'agit encore davantage d'un domaine de recherche fondamentale que d'une technologie pleinement aboutie. Cependant, alors que les scientifiques explorent de nouveaux principes de calcul capables de compléter ou de remplacer partiellement les architectures informatiques classiques, l'intérêt pour ce type de matériaux croît progressivement. Ainsi, si le néodyme venait un jour à jouer un rôle majeur dans un domaine totalement inattendu, cela n'aurait rien de surprenant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à la partager avec vos amis. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.